Donc, alors, c'est Mohib. Donc, on va, si tu permets, on va commencer. Oui, comme tu veux. Alors, pour les gens, donc je pense que tout le monde te connaît, mais pour les gens qui ne sont pas d'ici, qui ne te connaissent pas, donc je vais faire juste une petite présentation. Donc, Abderrahim Mohib est un archéologue préhistorien au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, au département de la Culture à la direction provinciale de Kénétra. Donc, chercheur associé à l'INSAP, où il assure un certain nombre de cours et de formations des étudiants. Et il a participé durant son parcours à plusieurs missions, on le connaît très bien. Donc, il a participé à des missions d'Arafas, dans la région de Tanger, dans la région de Tétouan, et puis également dans le fameux site de Jbel. Et là, c'est un grand expert également dans le domaine d'archéologie du patrimoine. Et il fait partie de la mission française au Maroc qui est basée à Casablanca depuis 1992. Et je pense actuellement, c'est lui qui co-dirige avec David Lefebvre cette mission donc du côté marocain. Alors, dans la direction provinciale, là où il réside, donc il s'occupe un peu de tout ce qui est patrimoine culturel. La même chose à Casablanca. Donc, il a également un grand apport au niveau de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel de Casa et de Kénitra. Et Abdrahim Mohib a contribué à la publication de plusieurs ouvrages. Donc, je pense qu'il y a un qui a été édité, publié récemment sur la région de Casablanca. On connaît également ses articles sur l'Acholien du Maroc et plus précisément sur l'Acholien de Casablanca. Donc, c'est là où il a beaucoup donné. Donc, aujourd'hui, donc, on le remercie d'avoir accepté l'invitation du comité d'organisation de l'USPP pour animer sur le net cette conférence qui est intitulée, alors donc je ne vois plus le titre de Mohib, si tu peux partager la Oui, fiche du premier peuplement au Maroc au cours du Paléolithique inférieur, état de la question. Donc, je te remercie et je te donne la parole. Et puis, je remercie également tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui et puis qui vont sans doute animer le débat donc après la fin de ta conférence. Tu as la parole, c'est moi. merci, cher ami Arbi. Merci pour cette présentation et aussi merci à toi de m'avoir invité en tant que secrétaire général de l'ESPP MECNAS 2021 et à tout le comité d'organisation qui a proposé ces conférences en ligne. En préjudice, en attendant le vrai congrès ESPP, Inch'Allah, en 2021, espérant que Dieu nous sauve et nous soulage de cette pandémie. Avant de commencer, bien sûr, je voudrais remercier tous les gens qui travaillent pour que ce congrès se tient au Maroc et ait lieu sur la terre marocaine, où il y a beaucoup de découvertes ces dernières années. Ma conférence, ça va être plutôt un survol sur les données dont on dispose sur notre paléolithique inférieur. Excusez-moi, ça va être une présentation peut-être en vrac parce que, comme je l'ai expliqué à Sel Arbi, j'ai un petit malaise au niveau de ma tête depuis un mois là, à cause d'un accident. Et donc, vous allez bien sûr pardonner s'il y a des, voilà, des moments où je perds bien sûr le fil. Donc, les résultats, une grande partie des résultats, ça va, Sel Arbi, vous m'entendez? Il n'y a pas de problème technique? Il y a juste la présentation, on ne la voit pas encore. Donc, Ah bon? non. Ah ben, il est partagé. Attends, parce que. Non, là, tu es sur les paramètres. Non, il faut juste en bas mettre. Jaja est en train de présenter. Donc, est-ce que tu peux. Attends, je vais voir. C'était bien tout à l'heure quand on a essayé. Alors, Essayons plein intégralité de l'écran. attends, là, Bon. C'est qui ça? Là, c'est qui ça
Est-ce que j'arrête? Est-ce que tu peux sortir de la présentation? Voilà. Voilà, vas-y, Mohib. Maintenant, je pense que tu as la main. Reprendre, voilà. Reprendre la présentation. Ça va, c'est l'arbitre? Très bien, tu peux mettre en diaporama. Voilà. Ça marche? Très bien, ça marche, c'est bon, c'est parfait. Alors, et donc la voix, vous avez entendu ce qu'elle dit, donc la voix c'était bien? La voix c'est bon, c'est OK. Ok, donc voilà, les données qu'on va présenter, une grande partie de ces données font partie, bien sûr, des résultats scientifiques du programme de Casablanca Mission Littorale, qui associe, bien sûr, l'Institut national des sciences de l'archéologie des patrimoines et la mission archéologique française littorale, au nom du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, et aussi au nom de l'Université Paul Valéry de Montpellier 3. Bien sûr, ce programme maroco-français de Casablanca, qui était avant la mission préhistorique et paléontologique française au Maroc, était co-dirigé depuis 78 à 88 par mon collègue et ami, notre collègue et ami à tous, Fatema Zohra Sbihi Alaoui et feu André Debenat. Et depuis 89 à 2010 par Fatema Zohra Sbihi Alaoui et Jean-Paul Reynal. Et depuis 2011 jusqu'à 2015 par moi-même et mon collègue et ami Jean-Paul Reynal. Et bien sûr, depuis 2016 par mon collègue David Lefebvre et moi-même. Bien sûr, ce programme n'aurait pas été possible avec ces résultats parfois très importants pour notre histoire ancienne sans la collaboration et la contribution de plusieurs institutions et aussi de plusieurs collègues et chercheurs. Je ne vais pas les lire, vous regardez, vous voyez sur cette slide avec moi énormément de chercheurs marocains. Je citerai peut-être Fatima Zohra Sbihi Alaoui, Mouhsil Garaoui, Abdjalil Bouzougar, Feu Wahid Kararsi, Mohamed Abdjalil Ajaraoui, Rochdi Bernoussi, Fthi Ammani, Aziz Belouch, Mohamed Azouzi, beaucoup d'autres, bien sûr, d'autres collègues français, Jean-Paul Reynal, David Lefebvre, Denis Gérard, Jean-Pierre Texier. Donc, vous pouvez lire avec moi sur la liste, je ne vais pas tous les citer. Mais aujourd'hui, ce programme continue à vivre avec tous les problèmes qu'on rencontre sur les sites, que ce soit des problèmes logistiques, que ce soit des problèmes, bien sûr, scientifiquement parlant, continue à vivre avec un noyau très dur. Je citerai là mon collègue David Lefebvre, Jean-Paul Reynal, mon collègue et ami Rosalia Gallotti, Mouhsil Garaoui, Camille Dejartre, Mathieu Ruet et Mouhsil et Jean-Jacques Hublin. Alors, quand on parle du Paléolithique inférieur du Maroc ou de la préhistoire du Maroc, bien sûr, on pense à la position stratégique de ce royaume, de ce pays, qui se trouve entre le bassin du Nil et bien sûr l'Atlantique et entre le Sahara et la Méditerranée. Bien sûr, cette place a toujours soulevé des questions sur les échanges culturels et les dynamiques de peuplement aux différentes époques de notre histoire, bien sûr entre le continent africain et l'Eurasie. Aussi, cette position géographique et géologique a permis l'enregistrement dans le sous-sol de certaines régions du Maroc, dans le Maroc atlantique plus précisément, de l'évolution du climat planétaire et aussi de l'évolution des faunes régionales et de l'évolution des hommes et de leur production culturelle. Bien sûr, les résultats, c'est-à-dire de ces dernières années, que ce soit au niveau de Casablanca ou d'autres régions du Maroc, place cette contrée de l'Afrique, en Afrique du Nord, dans une position incontournable, pour les réflexions qui concernent les échanges culturels et les dynamiques de peuplement aux différentes époques de la préhistoire. Quand on veut aborder le Paléolithique inférieur, bien sûr, on ne peut pas échapper à ne pas revenir sur le contexte de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud, mais c'est surtout l'Afrique de l'Est qui nous concerne. Et là, sur cette slide, vous pouvez voir, c'est-à-dire avant de parler de la présence culturelle la plus ancienne, de la technologie la plus ancienne sur l'Oldoïen, maintenant on parle de cette culture, le Lomquien, ou c'est-à-dire les restes lithiques ou les outillages lithiques qui ont été découverts sur le site de l'Omqui 3 au West Turkana. Et cette découverte, bien sûr, a remis en question la présence culturelle et la présence technologique la plus ancienne.
Là, vous regardez sur cette slide, bien sûr, d'après la publication de Sonia Armand et ses collègues sur le site de l'Homme Q3, c'est-à-dire un exemple de nucléus éclat et un matériel de percussion. Ce sont à peu près 149 pièces lithiques qui remettent en question l'ancienneté de l'Oldoyen et qui posent une fois de plus la présence technologique la plus ancienne dans le monde. Bien sûr, toujours dans le contexte de l'Afrique de l'Est, là, vous avez sur cette slide les datations des sites les plus anciens concernant l'Oldoyen, ou pour nous en Afrique du Nord jusqu'à une date ultérieure, la pelculture ou la culture des galets aménagés, comme certains aiment appeler. Et bien sûr, d'après les dernières publications et d'après les données actuelles, la date de 2600 2 600 000, ce sont les restes les plus anciens, c'est en Éthiopie, à Gona, à Dar. Bien sûr, la région de Gona a livré d'autres sites dont les âges varient entre de 6, de 5, de 3. Bien sûr, on en trouve des dates à 2, 3, 1,8 million au Kenya, au West of Ghana, à Melka Contouré à 1,7 million. En haut du V, 1,9 million, 1,8 million. Donc, ce sont là un petit peu une synthèse des dates les plus anciennes concernant l'Afrique de l'Est en ce qui concerne la technologie ou la technique oldoéenne. Bien sûr, là, vous avez une slide d'après publication de CEMAO sur les deux sites les plus importants de Gona, O10 et O12. Et comme j'ai dit, c'est une présence culturelle, technique qui date de 2,6 millions. Qu'en est-il en Afrique du Nord? Bon, bien sûr, les témoignages de la présence ancienne n'existent pas uniquement en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, et bien sûr sur d'autres régions du monde, comme en Asie dernièrement. L'Afrique du Nord a livré aussi des traces et des restes de l'occupation ancienne. Sauf que, bon, ces traces sont souvent jusqu'à aujourd'hui concentrées soit sur l'Algérie, surtout en Algérie de l'Est, soit sur la région du Maroc Atlantique et particulièrement à Casablanca. Bien sûr, donc ces traces sont des industries lithiques et des restes phoniques et des restes fossiles. Bon, on peut synthétiser et dire que l'arrivée des hominidés au Maghreb intervient à peu près entre 2,5 millions et 1,2 million. Sauf que le problème qui reste toujours posé, et même avec les publications et les dernières publications, le cadre chronologique maghrébin et le cadre chronologique de la présence ancienne en Afrique du Nord pose toujours un problème parce que le cadre il se base soit sur des données biochronologiques, soit c'est les rares datations qui ont été effectuées. Bon, vous savez tous, d'après la publication sur Science de Sanoni et ses collaborateurs en 2018 sur l'Oldoyen d'Algérie, avant cette publication, donc, on parlait d'une présence oldoyenne à 1,8 million. Allô, ça va? C'est l'Arbi? C'est l'Arbi, vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend, pas de problème, vas-y. Donc, je disais, donc, c'était une présence de la pelculture ou de l'Oldoyen à partir d'1,8 million. D'après les dernières découvertes et la dernière publication, donc, on a des restes et des traces à 1,9 million et à 2,4 million à Ain Bouchrit. Donc, ça remet toutes les propositions et les hypothèses sur l'Afrique du Nord, bien sûr. Bon, là, vous avez une photo du site d'Ain Bouchrit. Là, le premier plan, c'est le site fouillé qui a donné 1,9 million. Et là, c'est le deuxième locus qui a donné 2,4 millions avec des traces de boucherie, bien sûr. Et ici, vous avez la situation géographique d'Ain Bouchrit sur l'est de l'Algérie. Qu'en est-il au Maroc? Bien sûr, avant 1950, ce qu'on avait sur les cultures, sur le paléolithique inférieur, c'était surtout des récoltes en surface, dans les éboulis, dans les alluvions, sur les coupes, et bien sûr dans plusieurs régions du Maroc, dont surtout la région de Casablanca. Bon, là, vous avez des auteurs qui ont contribué à ces récoltes, bien sûr, avec d'autres. À partir des années 50, bon, on a des travaux plus ou moins systématiques sur certains sites et sur certaines régions, dont surtout ceux de Biberson, Pierre Biberson, et dans la région du Maroc Atlantique, bien sûr dans le Rarb, et là je fais allusion aux travaux de Schubert, Faure, Mouret, bien sûr d'autres.
Et à partir des années 70, et surtout avec le début du programme de la mission maroco-française sur la préhistoire du Maroc au début et après qui est devenue la mission de Casablanca, on a d'autres récoltes qui ont été effectuées, bien sûr, sur d'autres régions, que ce soit au niveau de Tanger, à l'est du Maroc, au Moyen Atlas, le Rif oriental, le Rab, le Sud, mais qui restent toujours des récoltes dont on manque beaucoup d'un cadre chronologique et d'un cadre stratigraphique fiable. Alors, qu'en est-il de cet doyen dont on parle au Maroc, dont on a parlé dans les publications jusqu'aux années 80, et aussi qu'en est-il du cadre régional de cet HLIA au Maroc Atlantique et plus spécifiquement sur la région de Casablanca, et qui sont ces représentants de cette lignée humaine, artisans, producteurs de cette culture HLienne, et qui sont les perspectives de recherche au niveau de notre histoire ancienne, bien sûr, le paléolithique inférieur. Avant l'arrivée de l'homme sur le territoire marocain, si on veut parler des données anciennes, et là, je fais allusion aux publications, la publication de 41, la place du paléolithique ancien de Neuville et Rollman, le gros article sur le gisement de Sidi Abdelrahman en 1956 sur le premier numéro du bulletin d'archéologie marocain de Pierre Biberson, et après le volume 2 sur la préhistoire du Maroc Atlantique de Pierre Béberson, le paléolithique inférieur du Maroc Atlantique. Donc, sur ces publications, on parle de l'oldoyen marocain, on parle de la culture ou la culture des galets aménagés. Et là, vous avez un exemple de ces ensembles qui ont été attribués à l'oldoyen du Maroc, la culture, et d'après leur révision, bien sûr, ultérieure, et c'est avéré que les outils ou les pièces qui ont été attribuées à la culture des galets aménagés, ce sont soit des géofacts, soit des outils HLiens au plus récents introduits par des dynamiques dans des niveaux plus inférieurs. Là, bien sûr, excusez-moi, c'était le gisement de Depré, carrière Depré, anciennement, maintenant qui est appelé carrière El-Roulam. Et ce sont les outils qui ont été attribués par les auteurs anciens à la culture après leur révision, et c'est avéré en fait que là, au niveau inférieur on a récolté ces pièces. Ce sont finalement des pièces qui résultent d'une dynamique marine dans un niveau de conglomérat, un niveau marin plein de conglomérats, et les pièces, bien sûr, résultent de cette dynamique marine dans ces niveaux anciens. Là, un autre exemple de pièces qui ont été attribuées à la culture, la Douar Doum, Arbawa dans le Rab. Je ne vais pas m'attarder sur ces fameuses pièces, sur ces industries qui ont été attribuées au début, depuis les années 50 jusqu'aux années 80 à la culture marocaine. Ici, on a une photo actuelle d'une plage sur la région de Darboisa qui offre un éventail de ce qu'on peut parfois, de manière erronée, attribuer à de l'industrie. C'est une plage qui offre un potentiel très important de fragments de blocs, de fragments entamés, d'éclats, entre guillemets, et donc qui peuvent parfois retrouver dans des niveaux de conglomérats, des niveaux marins anciens, être pris pour un débitage anthropique. Alors, si on veut résumer, c'est-à-dire les travaux de Pierre Biberson, bien sûr avec d'autres auteurs, ont permis d'établir un cadre stratigraphique, ont permis bien sûr de publier un volume sur le cadre paléogéographique de la préhistoire du Maroc Atlantique en 1961 et un autre volume sur le paléolithique inférieur du Maroc Atlantique. Et dans ce volume, Biberson proposait, c'est-à-dire identifier deux civilisations principale pour le paléolithique ancien marocain, la culture divisée en deux stades et l'HLien divisé lui aussi, divisé en trois grandes familles. Et là, sur ce tableau, on peut voir, c'est-à-dire la classification ou le schéma, c'est-à-dire adopté par Pierre Biberson pour le paléolithique inférieur marocain. Bien sûr, on a la civilisation du galet aménagé, l'oldoyen, qui est divisée en deux grandes cultures, culture ancienne elle-même définie en deux stades et culture évoluée elle-même définie en deux stades. Et après la civilisation de Bifas, qui est, c'est-à-dire dans le schéma, se répartit en HLien ancien avec trois stades, en HLien moyen avec trois stades et HLien évolué avec deux stades. Bien sûr, la répartition et le schéma de ces stades est basé sur la
plus ou moins sur la typologie et la proportionnalité des techniques de taille. Bon, là, vous avez bien sûr toujours un récapitulatif de ce schéma évolutif du paléolithique inférieur marocain adopté par et proposé par Pierre Bierberson et qui a été adopté au niveau du Maghreb, que ce soit pour le volet culturel ou pour le volet, c'est-à-dire cadre géologique et stratigraphique. À partir de 1949, on a un nouveau diagnostic, c'est-à-dire à travers la révision surtout des collègues Jean-Paul Reynal et Jean-Pierre Texier, des niveaux archéologiques attribués à la pipiculture et de point de vue archéologique et de point de vue stratigraphique. Et on non plus, en fait, qu'en Afrique du Nord, excepté en Afrique de l'Est, on manque, c'est-à-dire de localités qui offrent une présence humaine très ancienne. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de site oldoyen marocain en contexte sûr. Et bien sûr, la révision de tout… Jaja, il est en train de perturber la présentation. Il y a notre ami Bojaja, je crois, il est en train de perturber. Donc, est-ce que tu peux relancer ta présentation, Mohib, s'il te plaît? Ah, d'accord. Okay. D'accord. Alors, je vais… Bon, alors… reprendre, d'accord. Ah, ça vient, donc… On attend. On attend juste le diaporama. Oui, mais c'est en cours. D'accord. Ça dit que je suis en train de présenter, c'est peut-être un problème bien, ouais. de connexion. C'est peut-être quelqu'un qui aussi… Qui a fait une présentation. Moi, ça me dit que je suis en train de présenter ça. C'est bon, donc maintenant c'est parfait. Il faut juste qu'on puisse voir le diaporama. Oui, voilà. Voilà, merci. Alors, on était… Bon, pardon. Et donc, on était sur cette slide. Comme j'ai dit, les sites révisés dans El Ghulam, anciennement de près à Casablanca, Arbawa dans la région du Rhar, Tergit Rahla aussi dans la région de Tifelt et d'autres sites au nord du Maroc. La révision de ces sites a permis en fait de remettre en cause et l'outillage qui est soit des géofacts, soit des pièces récentes, et le contexte stratigraphique dont a été recueillies ces industries. Bien sûr, dans les recherches actuelles, dans d'autres carrières à Casablanca, on est tombé sur de tels sites, c'est-à-dire qui présentent des géofacts qui peuvent facilement être attribués à de l'industrie ancienne, surtout à Ouled Malek et dans l'unité 2 d'Al Ghulam. Et donc, on conclut en fait, d'après cette révision, il reste encore difficile de reconnaître des manifestations techniques humaines dans des contextes marocains. Quand on parle de manifestations techniques, on veut dire par là des manifestations techniques oldowayennes. Alors, bien sûr, les seuls sites susceptibles pour nous aujourd'hui de présenter une présence oldowayenne sont l'ISESFA et El Ghulam à Casablanca. Et bien sûr, d'autres sites sur l'oriental et dans le Rhab sont à explorer. Donc, il y a des études en cours sur la région de l'oriental. On espère que ça va donner des résultats intéressants. Et là, on va insister surtout sur les sites de Casablanca.
Et donc, je dis les seuls sites qui étaient susceptibles de présenter en fait cette culture oldoïenne marocaine, l'ICESFA, on est ici par rapport au niveau actuel de la mer à Casablanca. Là, sur cette carte, bien sûr, vous pouvez voir avec moi les différentes formations qui composent la séquence lithostratigraphique de Casablanca depuis le niveau actuel jusqu'à peu près 200 mètres par rapport à ce niveau actuel. Et l'ICESFA, on est à peu près à 200 mètres. Et le deuxième site se situe ici à El-Roulam, donc on va en parler. Je dis, ce sont les deux sites susceptibles de permettre de parler de l'odoyen au Maroc. L'ICESFA, en fait, ça correspond, d'après son âge, 5,5 à 6 millions d'années, au Miocène supérieur. En fait, c'est l'âge de l'Aurorène au Kenya, sauf que dans ce site, malheureusement, dans toutes les récoltes qu'on a effectuées avant la destruction du site, on n'a eu que de la faune, de la microfaune et un peu de mammifères, surtout de l'éléphant, des bovidés et des tortues. Cette faune permet de dater le site de entre 5,5 à 6 millions d'années. Et comme j'ai dit, malheureusement, aucune trace d'activité humaine. Malheureusement, le site a été enseveli sous la décharge publique de Casablanca et on n'a pas pu, c'est-à-dire poursuivre les recherches. Le deuxième site qui est Ahl Ghlam, bon, lui, il est daté toujours aussi, d'après sa position stratigraphique et la faune, à 2,5 millions d'années. Et donc, c'est un site exceptionnel. C'est le seul site pour nous actuellement qui peut rivaliser par sa richesse ceux de l'Afrique orientale, mais aussi malheureusement, il n'a livré aucune trace d'hominidés, alors que le site il est très très riche. On a identifié à peu près 70 espèces de mammifères, avec beaucoup d'espèces, c'est-à-dire de différentes espèces, que ce soit carnivores, herbivores, la microfaune, des espèces marines, et donc, c'est une richesse extraordinaire pour ce site africain qui mérite vraiment d'être protégé définitivement. Et bien sûr, bon, il correspond de point de vue culturel au site publié dernièrement à Ain Boshrit, là où on a trouvé des industries datées d'après les auteurs à 2 400 000. Bien sûr, en bas, vous pouvez voir la photo de notre collègue Denis Giras qui a supervisé les travaux sur ce site-là. Bon, là, rapidement, un petit peu la richesse phonique de ce site-là, qui, comme j'ai dit, rivalise l'importance de découverte des sites de l'Éthiopie, de Kenya, mais malheureusement, ici, on ne trouve pas de traces d'activité humaine ni de fossiles humains. Bon, je ne vais pas insister sur la faune, on peut en discuter après sur la diversité de cette faune et son ampleur écologique et son ampleur paléogéographique aussi. Et aussi, quand on parle de site Ahl Ghlam, là on est en Afrique, ici en Afrique du Nord, et donc, puisqu'on a les mêmes faunes qu'on retrouve sur les deux contrées, on se pose la question, donc il y avait peut-être le passage, il y avait certainement le passage de la faune, pourquoi il n'y avait pas le passage des homininés? Donc, surtout que le Sahara n'a pas été un obstacle géographique toujours, hein. Bon, là, vous étonnez pas, mais maintenant, il y a des efforts exceptionnels pour que ce site soit protégé et nettoyé une fois pour toutes. Donc, c'est bon. La photo en bas, c'est la visite des participants au congrès panafricain en 2018. Bon, qu'en est-il des cultures techniques acheuliennes? Puisque bon, la présence oldoïenne est incertaine, les sites et les récoltes ne sont pas certains, ne sont pas dans un contexte stratigraphique sûr. Bon, on parle de la première occupation humaine sur le territoire marocain, est attribuée pour l'instant à l'Acheulien. On revient toujours au référentiel qui est en Afrique de l'Est. Là, vous avez une indication sur les dates les plus anciennes et pour le premier tachonien en Afrique. Et donc, comme vous savez tous, donc, la date actuellement la plus ancienne, ou l'âge le plus ancien, c'est Kokeseli en West Turkana, qui remonte à 1 760 000. Bien sûr, il y a d'autres sites qui sont datés presque de la même période. Et donc, pour le Maroc, bon, là, sur cette carte, on a, bon, surtout, on fait attention au point rouge qui donne une idée sur les différents sites en Afrique du Nord et surtout en Algérie et au Maroc.
qui remontent au Pléistocène inférieur et moyen. Et donc, on a les sites principalement de Casablanca au Maroc. Et pour l'Algérie, on a les sites Mansoura, Ain Hanash, Kharba, bien sûr Ternifine. Sur cette carte, bon, on voit la position exacte de ces sites-là, Carrière Thomas, Oulad Hamida, Sidi Abdelrahman. Les deux sites précédents, comme j'ai dit, qui étaient susceptibles de présenter c'est-à-dire une existence sur le doyen, ce sont Al-Rola, Mini, Sasfa. Bien sûr, ces sites sont bien datés, ils sont insérés dans un contexte stratigraphique bien établi d'après les travaux que vous pouvez suivre avec moi, Biberson, Gérard, Strénal, Rénal Moïb, Lefebvre, Dejar, Gallotti. Donc, ce sont tous ces travaux en partie qui ont permis d'établir vraiment une séquence archéologique à Casablanca qui est bien définie du point de vue archéologique et stratigraphique. Bon, le fameux site La Carrière Thomas 1, c'est un site du Paléolithique inférieur avec deux niveaux exceptionnels. Là, on voit la zone du premier tachelien régional. Donc, on a appelé le premier tachelien régional parce que là, on est encore limité à la région de Casablanca et au Maroc atlantique. Mais sinon, pour nous, c'est le premier tachelien marocain. Dans l'âge actuel, on remonte à au moins 1 million d'années. Et bien sûr, c'est la zone qui permet aujourd'hui au Maroc d'étudier les premiers peuplements, c'est-à-dire les premiers hominines arrivés sur le littoral marocain et les premiers témoignages, bien sûr, culturels et cognitifs sur cette arrivée. Bon, là, vous avez des photos qui montrent un petit peu les différentes époques des fouilles qu'a connu le niveau L de Carrière Thomas. Ici, on a la position stratigraphique de ce niveau L. Ce sont des calcaires palustres qui appartiennent à ce qu'on appelle notre formation Oulad Hamida 1. Et bien sûr, là, c'est le niveau L avec ses deux niveaux d'occupation, le L1 et le L5, toujours dans le premier tachelien marocain. Là, une autre image qui montre un petit peu cette ambiance pas évidente de la Carrière Thomas. On voit, c'est-à-dire l'imbrication de plusieurs formations. Là, on est dans la formation Oulad Hamida 1, ici, OH1, OH2 Oulad Hamida 2, Oulad Hamida 3, Oulad Hamida 4. Et bien sûr, notre premier hachelien, elle est insérée dans cette formation-là. Et là, vous voyez dans le L, c'est-à-dire, on ne va pas entrer dans les détails, juste pour vous montrer un petit peu que ce fameux site, c'est lui qui permet maintenant d'étudier et d'élucider, c'est-à-dire d'avoir des renseignements sur cette présence ancienne, et c'est en même temps le site qui présente le deuxième site dont on va parler bien sûr tout de suite là. Bon, là, on a une idée qui est sur la position de ce premier hachelien. On est bien sûr dans le Pléistocène inférieur, la formation Oulad Hamida 1, le membre OH1, et on est de point de vue chronologique entre, disons, 0,8 à 1,4 million d'années, d'après toutes les données dont on dispose, que ce soit biostratigraphique, stratigraphique ou datation absolue. Et pour nous, pour l'instant, c'est le premier hachelien. On n'a pas des traces plus anciennes que ça. Puis voilà, une autre slide qui montre un petit peu l'importance de cette formation, elle qui livre les traces de ce premier hachelien au niveau du Maroc et peut-être au niveau de l'Afrique du Nord. Et bien sûr, cette unité stratigraphique, bien sûr, est très, très, très riche. C'est un ensemble, un techno-complexe hachelien exceptionnel en Afrique du Nord qui livre une chaîne opératoire complète qui va depuis, c'est-à-dire les blocs et les galets jusqu'au petit outillage en silex. Et on peut suivre ces systèmes techniques, que ce soit de façonnage ou de débitage, comme je dis, aux environs d'1 million, 1,2 million d'années. Bon, là, c'est un slide de mon ami et mon collègue Rosalia Gallotti, qui présente un petit peu un exemple de cette fameuse, c'est-à-dire production de ce premier hachelien en Afrique du Nord, effectué essentiellement sur des quartzites, mais aussi sur du silex. Bon, bien sûr, un autre exemple de ce débitage, là, de ce qu'on appelle des choppers bifaces ou des choppers nucleus, hein, de débitage discoïde. Et bien sûr, des bifaces, on en a une variabilité extraordinaire. Là, c'est des bifaces pointues avec des pointes.
Et donc, bien sûr, un slide de mon ami toujours Galotti qui montre un petit peu les différents stades de la taille, du façonnage plutôt de ces bifaces. Bien sûr, des H-Row. Bon, on ne va pas insister, c'est pas ça ce qui compte dans cette conférence. Et bien sûr, un matériel important de percussion avec des traces de percussion. Bien sûr, le premier tachelien en Afrique du Nord qui est identifié sur cette unité archéostratigraphique qui est le niveau L, la carrière Thomas 1, est très connu par cette variabilité technique de macro-outillage. Mais d'après notre dernière publication que vous pouvez lire là en bas de mon écran ici, cette Dedicated Coronavirus Production of Plate-like flakes in the Achelian at Thomas Quarry 1, L1 Casablanca, Morocco, of mon collègue Rosalia Gallotti en premier auteur avec et les autres collègues, on a identifié pour une première fois dans l'Achelien africain un comportement technique exceptionnel. Donc, ce comportement, bien sûr, il s'agit de tailler des galets, des petits galets de silex et qui ne dépassent pas les 6 cm et les splitter en deux et tailler la moitié du galet à travers une technique bipolaire pour détacher, pour produire plutôt des éclats sous forme de lames, des éclats laminaires ou des lames éclats, ce que vous voulez, c'est ce qu'on a appelé blade-like flakes dans cet achelien. Donc, bien sûr, cette technique est très exceptionnelle dans l'achelien parce qu'on ne l'a pas identifié à cette date-là dans l'achelien africain. Là, on est quand même à au moins 1 million, sinon 1,2 million. Et on a identifié cette technique, ce système technique, en association avec tous les systèmes techniques qui produisent le macro-outillage dans les bifaces, les H-Row, les trièdres et bien sûr le débitage polyhydrique, le débitage discoïde. Et là, c'était un phénomène vraiment exceptionnel dans cet achelien africain. Et comme j'ai dit, c'est c'est-à-dire la première fois et la présence technique la plus ancienne pour ce type de débitage qui permet de tailler des éclats laminaires à partir de galets, comme j'ai dit, qui ne dépassent pas les 6 cm des galets de silex. Bien sûr, en bas, vous avez une idée sur cette taille que je viens d'expliquer. Voilà, on split le galet de manière orthogonale ou oblique et après, on pose le galet splitté sur une enclume et on fait tailler, c'est-à-dire à partir de sa partie distale, là, des éclats dans cette forme-là, des éclats laminaires. Donc, et donc là, c'est un phénomène identifié pour la première fois à cet âge-là, à 1 million d'années, dans l'achelien africain. Bien sûr, il y a d'autres assemblages, d'autres sites qui nous permettent d'élucider plus et d'identifier plus, de définir plus ce premier tachelien marocain, ce premier tachelien régional. Là, les sites de Sidi Abdelrahman. Et là, c'est une photo hommage. Sur la photo, vous pouvez voir l'Abbé Breuil avec Neuville et Rollman sur la Coupe Neuville-Rollman de Casablanca en 1941. Et là, un dessin et un outillage de ce niveau M de Sidi Abdelrahman. Bien sûr, quand on parle du premier achelien en Afrique du Nord, on n'a pas beaucoup de comparaisons, on n'a pas beaucoup de sites référentiels. Le seul site qui reste très important à notre avis est susceptible d'apporter aussi des indications, mais on pense qu'elle n'est pas aussi ancien que celui du niveau L de Thomas. C'est le site de Terenifine, Mascara, en Algérie. Et là, vous avez des dessins des types de bifaces qu'on trouve sur ce site-là, qui méritent aussi d'être élucidés plus de point de vue archéologique et aussi de point de vue surtout chronologique. Alors, toujours dans les cultures acheliennes, là, on a parlé de ce premier achelien régional. On passe maintenant au second achelien régional qui part de 0,3-0,7 millions d'années. Et donc, au début, on était ici pour notre premier achelien à partir d'1 million d'années. Là, on est dans cette fourchette-là à partir, c'est-à-dire on passe au dernier membre de notre formation au Amida 1 et on passe dans tous les membres de la formation, notre formation géologique d'Anfa. Et comme j'ai dit, on est entre 0,7 et 0,3 millions d'années. Le fameux site
je vais parler, c'est la grotte des rhinocéros, que vous connaissez bien sûr tous, et que dans une partie de vous ont déjà visité plusieurs fois même, dans la carrière Oulad Hamida, qui est l'ancienne carrière Thomas III à Casablanca. Et là, vous avez une photo qui montre un petit peu l'apparence faciale de notre grotte. En fait, cette grotte, qui est aussi un deuxième site exceptionnel, un deuxième site exceptionnel pour l'Afrique, on n'a fouillé malheureusement que le derrière de la grotte. En fait, la grotte, il continue malheureusement sous la falaise et pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Ce qu'on a fouillé, c'est juste le cul, si vous voulez, de la grotte qui a donné les restes dont on va parler. Là, vous avez une position géographique qui montre la grotte des ours, comme la carrière Thomas, se situe au sud-ouest de Casablanca. Et là, vous avez une morphologie en fait reconstituée par notre ami Mathieu Ruet du remplissage de notre grotte des rhinocéros. Bien sûr, quand on dit grotte des rhinocéros, ça explique ce que ça explique. C'est un site exceptionnel par ses restes fauniques et surtout par les restes de rhinocéros. C'est une quantité énorme de restes, à peu près une quinzaine de crânes de ce cératorium, qui ont été découverts, que ce soit dans le niveau inférieur ou le niveau supérieur de la grotte des rhinos. Une variabilité extraordinaire de matériel achelien, c'est-à-dire qui reflète toute la chaîne opératoire aussi de ce deuxième achelien marocain. Et là, bien sûr, vous avez un autre exemple. Bien sûr, les photos, une partie appartiennent à mon ami Denis Gérard, une autre partie à mon ami aussi et collègue Camille Dejarre. Là, vous avez un crâne in situ avec des artefacts acheliens aux alentours, dans le niveau supérieur de la grotte des rhinocéros. Alors, en plus, ce deuxième achelien, il est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il permet d'étudier, c'est-à-dire la deuxième phase de notre achelien marocain, et aussi il permet d'identifier et d'approcher c'est-à-dire l'économie et la subsistance de ces acheliens marocains et ces acheliens de l'Afrique du Nord. Et la dernière publication aussi en 2020 de notre collègue Camille Dejarre avec nous tous, c'est-à-dire sur les traces de boucheries les plus anciennes en Afrique, découvertes en grotte et associées à des restes fauniques et aussi à des fossiles humains, sont identifiés dans cette grotte-là et qui ont été publiés, comme je dis dernièrement, au Scientific Reports. Et ces traces permettent en fait à peu près 37 traces sur des restes d'alcylaphinés en général, qui permettent d'identifier des traces de boucherie, des stries, des traces de percussion, des traces de dents humaines. Et comme j'ai dit, bien sûr, on a des traces de boucherie qui remontent en Afrique à 3 millions d'années, à 2 millions d'années, mais qui restent des traces identifiées sur des carcasses en plein air. Alors qu'ici, dans un site achelien en grotte, comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'on identifiait à un âge qui remonte à 700 000 ans, des traces de boucherie associées à de l'industrie, associées à de la faune et associées aux fossiles humains. Donc, c'est une découverte importante pour la préhistoire ancienne du Maroc et de l'Afrique du Nord. Là, vous avez un exemple sur les bifaces, bien sûr, un autre c'est-à-dire système technique par rapport au premier achelien, identifié dans ce second achelien régional. Et donc, un deuxième site achelien de cet achelien régional, de ce second achelien régional, c'est la grotte à hominidés à la carrière Thomas I, et dans l'âge, c'est-à-dire à peu près entre 0,6 et 0,7, presque la même fourchette du temps que la grotte des rhinocéros. Bien sûr, ce site est très important, mais là, revenant sur la discussion de tout à l'heure, là, c'est un achelien où il y a très peu de bifaces, mais c'est un système achelien, un technocomplexe achelien qui caractérise le deuxième achelien du Maroc atlantique daté entre 0,6 et 0,7 millions d'années. Bien sûr, le site il est très, très, très riche de point de vue faunique. On a énormément d'espèces nouvelles qui permettent en fait de dater le site, bien sûr, en association avec les datations numériques et les datations stratigraphiques.
Là, vous avez bien sûr un exemple de la richesse faunique de ce site de second hachelien marocain. Alors, le second hachelien marocain, on a une phase finale de ce second hachelien régional qui est identifié surtout sur les sites de Sidi Abdelrahman. Bon, le fameux gisement de Sidi Abdelrahman dont tout le monde connaît. Bien sûr, Sidi Abdelrahman, quand on parle de Sidi Abdelrahman, il y a beaucoup de parcelles. Il y a Sidi Abdelrahman ancienne exploitation, Sidi Abdelrahman extension. Là, on va surtout parler de Sidi Abdelrahman Cunette, qui a malheureusement pas conservé tous les sites hacheliens identifiés dans ce site-là, qui étaient surtout des grottes, bien sûr, qui étaient détruites malheureusement au cours de l'exploitation dans les années 50. Et bien sûr, le potentiel archéologique et géologique de ce site-là a permis à certains, de manière, c'est-à-dire profane, d'appeler ce site comme le paradis des archéologues et des géologues. Et bien sûr, l'importance de ce site a permis qu'il soit classé dans la liste du patrimoine national. D'ailleurs, c'est le seul site préhistorique classé dans la liste du patrimoine national à Casablanca, et ça depuis 1951. Là, une photo qui montre cette cunette, cette tranchée dans le gisement de Sidi Abdelrahman. Et en bas, là, sur cette photo, vous pouvez voir la situation de tous les sites qui ont été détruits au cours de l'exploitation dans la grotte du rhinocéros, de la gazelle, de l'éléphant, etc. Et la petite parcelle verte, c'est la grotte des Littorines. On a identifié les restes, les fossiles de l'homme de Sidi Abdelrahman, de ce qu'on a appelé l'homme de Sidi Abdelrahman, c'est-à-dire un fossile hachelien casablancais au Marocain, si vous voulez. Bon, les seuls sites conservés aujourd'hui dans la carrière de Sidi Abdelrahman extension, pardon, Cunette, c'est la grotte des ours, site hachelien, daté aux environs, avec un point d'intégration de 500 000 ans, qui, comme j'ai dit, pour nous maintenant, c'est un site de la phase finale de notre second hachelien régional, et Cap-Châtelier. Là, ce sont des photos de mon collègue Jean-Paul Reynal. De Cap-Châtelier, c'est des photos qui datent, je pense, des années 70 ou 80, qui ont une encoche marine qui a permis d'identifier 2 niveaux hacheliens, et il datait entre 0,3 0,4 millions d'années, si vous voulez. Là, vous avez des bifaces, plus ou moins cordiforme, amygdaloïde de cet hachelien. Et ici, dans ce système de son complexe hachelien, qui est la phase finale de notre second hachelien, on identifie le dibitage levallois, chose qu'on n'avait pas identifiée dans le premier hachelien, non plus dans la première phase de second hachelien régional. Loin de la région de Casablanca, dans la région Ain Tfali, dans la région du Rab, c'est-à-dire à peu près, si vous voulez, donc à une centaine de kilomètres au nord-est de Rabat, on a un site hachelien, donc il y avait une publication, mais d'après mes constatations, il peut appartenir au second hachelien régional final marocain. Sur ce tableau, rapidement, là, je récapitule en fait ce qu'on a dit. Pour l'oldoyen, ici, on a des géofacts ou pas d'industrie, pas d'outillage. Et donc, la présence humaine au Maroc, ici, est encore un point d'interrogation, est encore incertain. Ça ne veut pas dire quand on passe sur des industries, quand on passe sur des outillages, mais on a des récoltes qui manquent de cadres, c'est-à-dire sûrs et irréprochables. Alors, et du coup, la première occupation humaine, les premiers peuplements, c'est-à-dire sont attribués à ce qu'on a appelé notre premier hachelien régional, identifié dans le niveau L, dans l'unité stratigraphique et archéologique L de la carrière Thomas 1. Le second hachelien régional, qui commence à peu près de 0,7, qui commence de 700 000 ans, la date qu'on a pu avoir sur la grotte des rhinocéros, jusqu'à 300 000 ans. Il est identifié à la grotte des rhinocéros, à la grotte à hominidés pour sa première phase. Sinon, sa dernière phase, elle est identifiée plutôt sur les sites de la carrière Sidi Abdelrahman, à la grotte des ours, à Cap-Châtelier, et enfin à Sidi Abdelrahman extension, dont l'âge est à peu près aux environs de 300 000 ans, un âge qui correspond, comme vous pouvez remarquer, à l'âge de Jebel Eroud, à l'âge du Middle Stone Age. Bien sûr, là, un récapitulatif de cette séquence lithostratigraphique et archéologique de Casablanca qui offre un cadre, c'est-à-dire
c'est-à-dire exceptionnelle pour la préhistoire ancienne régionale, qui est documentée par la biostratigraphie, par des datations et par des études sur les complexes techniques de ce premier et second achélien marocain. Et bien sûr, avec ça, il y a des fossiles humains, c'est dont on va parler par la suite. Alors, qui sont les humanités, bien sûr, responsable de ces premiers technocomplexes marocains, si vous voulez, de ces premières technocultures marocaines. Hein. Donc, Casablanca offre, dans le contexte actuel, un registre important pour ces hominines. Bien sûr, il y a des restes découverts à Sidi Abdelrahman, grotte des Létorines, et à Thomas 1, la grotte à hominidés, à Thomas 3, grotte Beriro, et à Ouled Amida 1, grotte des rhinocéros. Donc, à l'exception du célèbre site de Térénifile, pour certains, tous les restes d'Homo erectus, ergaster, avec point d'interrogation, je dis, parce qu'on n'est pas encore, c'est-à-dire défini sur le statut exact de ces restes rhodesiensis connus, ont été découverts au Maroc. Donc, et ils sont datés entre 300 et 700 000 ans. Donc, bien sûr, ce qui confirme l'importance du Maroc pour les fossiles humains. Avec le seul site algérien de Teguenif, le Maroc offre le registre le plus remarquable pour les homininés pléistocènes. Et donc, bien sûr, plusieurs de ces restes ont été découverts pour l'instant sur les sites de Casablanca, surtout à la carrière Thomas 1. Là, vous avez une image qui montre le pariétal et les 3 mandibules découverts à Térénif qui ont été attribués par les premiers auteurs Atlanthropos mauritanicus. Bon, l'âge, c'est des environs de 700 000 ans. Hein. Et là, on a un reste d'El Hajeb, Mknas, Ain Marouf. Ce reste appartient aussi à cette humanité. Hein. Il est, pour certains auteurs, comparable au reste de Térénif, donc qui peut être daté de 700 000 ans, mais malheureusement, on n'a pas de repère stratigraphique parce que ce reste, il a été identifié par des collègues, Gérard et Slimani, dans la collection de la faune qui était conservée à la faculté des sciences de Rabat. Et donc, les données qu'on a sont surtout des données à partir de l'étude morphologique de ce reste et en comparaison avec la faune. Ça va? C'est l'arbitre? C'est bon? Oui, vas-y, continue. Alors, les autres restes, vous avez là une photoscan du reste de Sidi Abdelrahman, le maxillaire de Sidi Abdelrahman, découvert en 1955. Et vous remarquez que je mets Homo rhodesiensis avec point d'interrogation. Et le pariétal, les fragments de la face de l'homme de Thomas III, hein, découvert en 1972. Et là, bien sûr, là, c'est une autre photo de Sidi Abdelrahman. Et là, c'est la mandibule découverte de manière fortuite sur le niveau de la carrière Thomas 1, la grotte à hominidés actuellement, en 1969. Et là, ce sont des prémolaires, bien sûr, et une incisive, découverts dans le cadre de notre programme actuel entre 1994 et 2006, attribué à Homo rhodesiensis avec un grand point d'interrogation. Bien sûr, il y a la fameuse découverte de 2008 de la mandibule la plus complète de cette humanité ancienne, découverte à la grotte à hominidés à carrière Thomas 1. Et là, vous avez la découverte in situ avec mon collègue Jean-Paul Rénal et aussi notre gardien et notre membre d'équipe, Slam Nader, à qui je rends hommage lors de cette conférence. Là, d'autres photos de cette mandibule, bien sûr, très importantes. Bien sûr, on attend la publication avec impatience de ce reste, hein, qui ne va pas tarder, Inch'Allah. Et là, en 2009, une autre découverte très importante d'un reste juvénile de cette humanité, toujours dans le même, c'est-à-dire dans le même niveau de la carrière Thomas 1 à la grotte à hominidés. Bien sûr, la découverte de 2008, c'est-à-dire a permis d'identifier à peu près 7 vertèbres de cette humanité. Donc, bon, je mets là, vous remarquez sur le titre Homo erectus, ergaster, Homo rhodesiensis, point d'interrogation, parce que les études sont en cours et d'après les comparaisons, donc, et d'après les confirmations de certains attributs, peut-être on aura des données plus importantes et différentes de ce qu'on avait avant.
Bien sûr, il y a le fameux fémur humain, toujours de cette humanité qui a été publié en 2016, comme un fémur mâchonné par un grand carnivore, toujours à la Grotta Hominidés, et une incisive humaine associée, c'est-à-dire enfin, associée aux traces de boucherie découvertes dans la grotte des rhinocéros et dans l'âge, c'est-à-dire remonte à au moins 700 000 ans. Et donc, voilà, qu'en est-il de cette humanité? Les fossiles humains de Casablanca, sont rapportés pour moi une humanité antérieure à l'homme moderne. Avant, c'était Atlanthropos mauritanicus, bon, sapiens, Homo sapiens peut-être archaïque, Homo rhodesiensis, Homo heidelbergensis. Donc, c'est-à-dire en fonction des données dont on dispose actuellement, le statut spécifique, que ce soit le statut biologique ou le statut chronologique de ces fossiles, c'est-à-dire à varier, c'est-à-dire au fil des ans, et reste encore à préciser. Donc, les hominidés découverts à la grotte à hominidés constituent pour nous, un instant, pour voir sur le tableau, une série très importante et peut-être la plus ancienne au Maroc, qui provient d'un site stratifié. Alors, pour l'instant, on ne dispose pas de restes aussi anciens dans un contexte irréprochable qui peuvent nous renseigner sur cette humanité antérieurement aux hommes modernes. Et bien sûr, des études, comme j'ai dit, en cours apporteront de nouveaux éléments sur le statut exact de cette humanité. Là, sur le tableau, vous pouvez voir la disposition, plus ou moins chronologiquement parlant, de cette humanité, que ce soit le Terenif Ain Marouf, que ce soit les restes de la grotte hominidée et GDR, la grotte Terino, que ce soit les restes de Thomas III, que ce soit les restes de Ziad Rahman et Saleh entre 400 et 300 000 ans. Bien sûr, l'émergence de cet achelien marocain, les questions restent posées, restent ouvertes. On a une absence d'un substrat local pré-achelien. Est-ce qu'il s'agit d'une origine locale régionale? On fait allusion ici peut-être aux découvertes en Algérie. Le site de Térénif, au Térénifine, l'âge actuel aux environs d'1 million d'années, donc il ne peut pas non plus être à l'origine de celui de Thomas, puisque celui de Thomas est plus ancien. Est-ce qu'il s'agit d'une diffusion à partir de l'Afrique de l'Est? Donc les questions restent open, comme on dit. Et donc, voilà, à travers les études qu'on développe aujourd'hui et les résultats, donc dans le cadre de notre mission maroco-française de Casablanca, on essaie de préciser le substrat régional antérieur à l'achelien, c'est-à-dire l'oldoïen au Maroc, qu'en est-il? On essaie de reconsidérer les modalités de diffusion de l'achelien à travers le Maghreb, son développement régional et sa disparition, ou bien transformation à l'aube du Middle Stone Age, parce que quand même là, avec le niveau L, on est peut-être en présence du premier achelien en Afrique du Nord. On essaie aussi d'établir le statut des fossiles, comme je l'ai dit, des fossiles du peuplement, des premiers peuplements marocains, avant l'Homo sapiens, et préciser plus exactement la chronologie de ce premier et second achelien régional marocain. Bien sûr, ces questions, vous pouvez les lire, restent ouvertes. Donc, Homo rhodesiensis de Casablanca, est-ce qu'il est lui l'ancêtre de l'Homo sapiens des Routes? L'origine de cet achelien marocain, est-ce qu'il émerge de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique de l'Est? Que se passe-t-il au Maroc? Et donc, voilà, je vous remercie en vous montrant cette slide où on voit une affiche, c'est-à-dire sur le projet, le fameux projet du parc archéologique de Sidi Abdelrahman, que j'espère vous n'allez pas tarder à visiter. Comme ça, on peut vous exposer plus, c'est-à-dire des données sur cette préhistoire ancienne marocaine. Et bien sûr, d'ici là, Inch'Allah, avec des résultats plus importants. Et je vous remercie. Merci, c'est Abdelrahim Mouhib pour cette conférence très riche, très longue, très étouffée par toutes les données lithiques, phoniques et datation et puis aussi anthropologiques. Donc c'est un peu difficile de faire le tour de l'Achulien. Et donc, après avoir fait un passage sur l'Oldowayen, donc l'Oldowayen, donc on le connaît en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, mais après en Afrique du Nord, c'est un peu, donc c'est toujours en discussion, donc entre Ain Bouchrit qui a été daté récemment, qui a été publié, et puis les sites marocains. Donc, certains sites peut-être présentent de la faune, mais il n'y a toujours pas de traces humaines.
y a un peu, en quelque sorte, des recherches un peu sur l'oriental, mais on attend que ce soit confirmé. Après l'Acholien, donc l'Acholien de Casablanca, c'est très complexe, c'est très complet aussi. On a toutes les périodes de cet Acholien. Et c'est une bonne chose. Et l'Anstrati, il est bien daté. Et donc, le comparer avec d'autres Acholiens, surtout au sud du Maroc, dans le Sahara, c'est un autre contexte, c'est un autre domaine où les datations font défaut. On vient le comparer avec l'Acholien qu'on trouve assez souvent dans les terrasses fluviatiles. Et là encore, la chronologie nous manque pour mieux cerner, pour mieux faire de belles corrélations entre l'Acholien de Casablanca et l'Acholien du reste du Maroc. Moi, j'ai deux, trois petites questions, mais je laisserai la parole à l'audience s'ils ont des questions à te poser sur cet Acholien ou bien sur ces sites, d'une manière générale, le site de Casablanca. Donc, si tu peux enlever le partage de Mohib, pour que je puisse voir l'audience. Donc, je ne sais pas si quelqu'un parmi les présents peuvent, s'ils ont des questions ou des commentaires ou un complément d'information pour les gens qui travaillent, qui ont travaillé sur Casablanca. Moi, je veux bien. Oui, Abdoulaye, vas-y. Oui, merci pour cette brillante communication. Ça nous a vraiment permis de voir la richesse du Maroc sur le plan de la préhistoire. C'est vraiment appréciable. Moi, je reviens juste sur la question de l'Oldowayen, que certains appellent pré-acholien et autres. Donc, je suis entièrement d'accord avec le point de vue de notre collègue. Surtout quand il nous présente qu'au Maroc, vous avez des sites anciens avec de la faune ancienne, mais où il n'y a pas de traces d'activité humaine. Le problème, c'est que nous, en Afrique de l'Ouest, il y a certains qui ont trouvé de l'Oldowayen ou du pré-acholien, comme ils l'appellent, mais sans faune, bien sûr, mais uniquement à travers des galets. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand on regarde de près les terrasses qu'ils ont eu à étudier, eh bien, ils se sont complètement plantés. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant qu'on commence à connaître un peu la stratigraphie régionale ouest africaine, on voit bien que c'est des galets qui sont très peu taillés ou qui ne sont pas taillés, etc. Il ne suffit pas d'avoir quelques deux galets taillés pour essayer de dire que nous avons du PH1. Bon, c'est pour ça que je reviens. On a trouvé de l'Oldowayen en Algérie, ça c'est ce que j'ai lu dans la presse en un certain moment. On attend toujours la publication des résultats, mais je crois qu'en attendant, moi je vais essayer de me tenir surtout sur la position marocaine, où tout ce qui est ancien, il n'y a pas de trace d'activité humaine. Et ce n'est pas parce qu'on a énormément de galets aménagés qu'on doit conclure que c'est de l'Oldowayen. Voilà. C'est un point de vue. Merci. Merci Abdoulaye. Djibril a une question, je crois. Djibril. Oui, bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Merci de cette brillante communication qui nous donne encore des informations qui nous sont très intéressantes, surtout pour nous qui dispensons des cours en préhistoire africaine. Moi, je voudrais un peu qu'ils reviennent sur le Levallois. Si je ne me trompe, c'est Aïn Defali, au Ghana. Et s'il peut me donner la datation exacte, parce qu'on pensait que le Levallois apparaît vers 400 000 ans. C'était un cours que j'avais fait à Perpignan. Vous avez dit que le Levallois apparaîtrait vers 400 000 ans au Maroc. Et s'il peut me confirmer exactement la date de l'apparition du Levallois au Maroc pour pouvoir faire la corrélation avec ce que nous avons en Europe pour voir les diffusions de cette culture du Levallois. Si je me fais comprendre, merci. Oui. Oui, Moheb, oui, c'est une réponse. Oui, bah, je te remercie, Djibril.
pour cette question. C'est vrai que l'apparition du Levallois dans l'achélien marocain, c'est une question très importante. Comme vous avez pu suivre, en fait, sur le premier tachelien, on a du discoïde. Sur le second tachelien, on a du discoïde. Alors, vers la phase finale de ce second tachelien régional, et surtout à Cap-Châtelier, on a du Levallois. Bon, les dates actuelles qu'on a, c'est bon, aux environs de 400 000 ans. Hein, donc. Sauf que pour l'instant, c'est-à-dire là, c'est une question qu'on est en train de discuter et peut-être de développer ultérieurement. Bien sûr, il y a d'autres questions plus prioritaires pour nous actuellement. C'est une question à développer. Pour l'instant, on ne peut pas, c'est-à-dire confirmer à partir du seul site dont on a sous la main, sauf après approfondissement des études, que le Levallois apparaît au Maroc à partir de 400 000. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais je suis d'accord, c'est une question très importante. Ceci dit, on n'est pas obligé, c'est-à-dire de rester sur le référentiel européen. Quand on étudie des contextes et des complexes, c'est-à-dire industriels, là, on est dans un contexte africain, on est dans un contexte de l'Afrique du Nord, dans un contexte marocain. Rien n'empêche qu'on peut tomber, c'est-à-dire sur les autres études qu'on est en train d'élaborer, sur une présence du Levallois à partir de 450 000 ans. Donc, mais je suis d'accord, hein, donc l'apparition du Levallois à 400 000 ans, oui, bah, c'est une question importante à développer. Et peut-être là, je demanderai à mon collègue Rosalia Gallotti, c'est Antonio Viglante. Sur cette question, parce que je sais bon, qu'on en a discuté hein, pas mal. C'est mon mari, Antonio Vigilante. Voilà. C'est sur l'ordinateur. Salut Antonio Vigilante. Alors, Rosie, tu as entendu la question de Virgile? Oui, sur le Levallois. Sur le Levallois, donc. Oui, on connaissait le Levallois à Cap-Châtelier dans le niveau 2, si je ne me trompe pas. On est autour de 400 000 années, mais c'est un site qui demande une révisitation technologique et chronostratigraphique. Exactement. Et donc, il y a vraiment un très grand point d'interrogation là. C'est vrai que dans les méthodes de dépitage du dernier HLN, il y a l'apparition de méthodes prédéterminées. Donc, ce n'est pas étonnant l'apparition du Levallois autour de 400 000 années. Imaginez que le Levallois le plus ancien connu en Afrique est daté à 500 000 années dans la formation capturine, mais c'est du Levallois utilisé pour la première fois pour la production de gros éclats support Achereau. Et le Levallois pour la production de petits et moyens éclats, comme nous on le connaît en Europe et en Afrique du Nord, on l'a en Afrique de l'Ouest autour de 300 000 années, peut-être un peu plus âgé encore, vers 350 000 années. Mais le tout premier Levallois, c'est pour la production de gros éclats support d'Achereau en Afrique de l'Est, à 500 000 années. Donc, ce n'est pas étonnant d'avoir un Levallois à 400 000 années, bien sûr. Oui. Oui, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions auprès des présents? S'il y a d'autres questions. Alors, moi, j'ai peut-être pour laisser un peu réfléchir les autres, moi, j'ai une question un peu à Mohib, c'est-à-dire sur quand vous comparez Ain Fali, Sidi Marouf. Donc, Ain Fali, donc c'est un contexte de plein air où Oui. la datation n'est pas très claire. Moi, donc, on a visité, Martha et moi, Ain Fali, on a fait un petit papier, mais c'est-à-dire la datation, c'est un peu difficile à établir. Et puis, par exemple, Ain Marouf, le Hajj, donc c'est un ancien fossile, mais il n'y a pas d'industrie. Donc, il faut peut-être éviter de mettre dans le paquet acholien ces sites où on n'a pas vraiment d'indication précise et où il n'y a pas de datation. Par exemple, tout à l'heure, vous avez mis les Sisfa, l'Orlam, vous avez essayé de les mettre un peu au début de l'acholien ou dans le Olduvaya. Et c'est un peu difficile de les mettre tant qu'on n'a pas. Parce que quand on dit l'Olduvaya ou l'acholien, c'est la culture. On a la connotation culture qui domine. Et là, dans ces sites, on n'a pas vraiment d'industrie, on n'a pas vraiment de ressources humaines. Donc, il aurait été peut-être, enfin, c'est mon avis, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, tous les deux, c'est-à-dire de ne pas les mettre un peu ni dans l'Olduvaya ni dans l'acholien tant qu'on n'a pas une culture acholienne dedans.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, on est d'accord. Non, on ne les met pas dans nos doyens. En fait, quand on parle, parce qu'en fait, il faut pas, quand on parle de la présence ancienne au Maroc, il faut pas oublier l'histoire. Parce que quand on revient sur tout ce qui a été publié avant 1989, tout le monde, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord, au niveau de l'Europe, considérait que qu'au Maroc existe la culture, une culture qui va entre 2, 3 et 1, 5, d'accord? Et alors, cette culture existait dans certains de ces sites qu'on est en train de réviser, dans Al-Orlam. Et alors, nous, quand on pose, c'est-à-dire, là, c'est juste un positionnement pour permettre d'avoir un cadre, en fait. Quand on parle de l'ISESFA et on parle de Al-Orlam, et j'ai bien dit, ce sont les deux sites susceptibles de livrer de l'industrie oldouéenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, quand on parle de cette l'ISESFA, malheureusement, on a fouillé, on a récolté dans un petit trou pendant une très petite période. Donc, l'Odoua, il est à côté. Et dans Al-Ghulam, ce sont des formations, en fait, c'est des niveaux marins de conglomérats qui s'étendent sur à peu près 1,5 km. Hein. Al-Ghulam, ce n'est pas juste la localité où on a fouillé. Et donc, pour nous, ce sont les sites susceptibles ou des sites comparables qui peuvent livrer. Et donc, on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas ne pas parler de l'Odoyen quand on parle d'Al-Ghulam. Pourquoi? Parce que c'est un site comparable de point de vue chronologique au site de l'Éthiopie, par exemple. C'est un site comparable de point de vue, c'est-à-dire de la faune. Et donc, pour nous, pour l'instant, si on doit chercher une présence ancienne, on doit chercher dans des sites, dans ces sites-là, si on a la possibilité d'y revenir, ou dans des sites comparables. Tu vois, en fait, c'est pas en fait, on confirme pas la présence, mais on dit voilà les sites dans lesquels on peut trouver de la trace plus ancienne que la chelienne. Pas uniquement le doyen, hein, peut-être des industries comme ce qu'on a trouvé à Lompoui 3. Donc, c'est pas. Ceci dit, bien sûr, donc, nous, on confirme à la fin que les traces les plus anciennes, c'est à partir de la chelienne. Mais les gens, et tu le sais, c'est l'arrivée, les gens c'est-à-dire ont toujours continué à confondre la pelliculture et à parler de la pelliculture au Maroc. Donc, à chaque fois quand on publie ou quand on présente des conférences, on essaie de récapituler et de dire, voilà, ce qui a été attribué, voilà ce qu'il en est. C'est-à-dire, son attribution culturelle, son attribution stratigraphique est remise en cause. Elle est, c'est-à-dire, incertaine. Et du coup, pour parler, comme on a dit, pour la commande des premiers peuplements, de la première occupation, il faut venir voir les complexes acheuléens du Maroc atlantique. Alors, si on revient à la question de Ain Fali, c'est vrai, donc tu connais le site, bon, on a visité le site, c'est un contexte de plein air, alluvionnaire, donc, et le site lui-même, c'est un arrivage, voilà, de bitage, de bitage naturel, si tu veux, qui est rassemblé sur cette surface-là. Bon, l'importance du site, c'est qu'il donne une idée sur si vous voulez, des systèmes de façonnage et de débitage acheuliens. C'est tout ce qu'on peut dire du moment qu'on n'a pas de faune et du moment qu'on n'a pas aussi d'indications stratigraphiques. Mais il reste, en fonction de ce qui a été trouvé, un site, pour moi, qui peut être, c'est-à-dire qui peut facilement être placé dans la phase finale du second achélien régional. Et on peut facilement trouver du Levallois avec cette industrie de Ain Fali. Donc, si on continue à chercher, voilà, en fait, c'est juste essayer d'offrir, mais pas d'offrir, mais de présenter un cadre qui soit clair pour que nous, que nous soyons des préhistoriens ou des géologues, qu'on n'ait plus cette confusion entre les présences. L'Odoyen au Maroc, voilà le contexte qu'on a, et on fait toujours référence à ce qu'il y a en Algérie. Et là, je réponds en même temps à Abdoulaye, c'est-à-dire, il a dit sur les presses et il attend les résultats. Donc, les résultats ont été publiés, je pense, sur la revue Science en 2018, sur les sites d'Ain Bouchrit, avec les dates et tout ça. Bien sûr, hein, donc là, on ne va pas en parler. Il y a beaucoup de gens qui discutent le contexte. Hein. Il y a beaucoup de gens qui discutent parfois les datations. Mais là, ce n'est pas notre propos. Là, c'est un autre problème. Moi, je parle de la présence acheulienne en Afrique du Nord. À l'heure actuelle, et là, mon collègue va le confirmer peut-être, à l'heure actuelle,
les complexes et les industries qui peuvent, c'est-à-dire définir un premier tacholien en Afrique du Nord, en comparaison avec la contrée ou la région de l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord, c'est la carrière commun de niveau L à carrière commun, je pense. Non, non, c'est juste une question d'offrir un cadre qui permet aux gens de... Voilà, je pense. Mais on est d'accord, hein, oui, oui, d'accord, très bien. Donc, juste pour établir le cadre, en train de nous admirer, hein, en train de discuter, je ne sais pas s'il veut confirmer un truc, bon, mais c'est vrai que, bon, ceci dit, moi, je peux confirmer et le dire dans tout le monde que l'Audoyen existe au Maroc. C'est juste qu'on n'est pas encore tombé sur le bon site. Et là, quand on voit les travaux sur l'oriental et les contextes, moi, ça ne me dérange pas de tomber sur des industries oldoyennes qui ne soient pas sur un site en grotte, qui soient au site en plein air, mais qu'on ait des indications fiables de point de vue géologique, c'est tout. Donc, et d'ailleurs, la plupart des sites en Afrique de l'Est, même c'est des sites, bon, heureusement, là, c'est des régions volcaniques, beaucoup de sites sont des sites de plein air. Donc, oui. Ça ne me dérange pas, moi, de trouver un site oldoyen en plein air. Oui, d'accord, merci. Alors, M. Bouzougar a une question à vous poser. Abjeli. Le micro. Bouzougar. Donc, elle a un problème de micro, donc il n'est pas activé. Si. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, c'est bon, c'est parfait. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Abdelrahim, merci beaucoup Rosalia pour vraiment cette conférence qui est très importante. En fait, je vous félicite pour le travail réalisé dans la région de Casablanca depuis plusieurs années avec les autres collègues, Jean-Paul Rénal, David Lefebvre, Denis Gérard et j'en passe. En fait, j'ai deux questions. Si vous permettez, j'ai deux questions. La première concerne en fait le lithique et la seconde concerne les fossiles humains. Pour ce qui est du lithique, la question elle est courte. Est-ce qu'il y a du Kombewa dans la séquence de Casablanca? Et concernant les fossiles, ne serait-il pas peut-être souhaitable de revenir à l'appellation classique de ces fossiles qu'on n'arrive plus à caractériser et les appeler tout simplement ou bien Mauritanicus. Voilà, directement comme Philippe par exemple le suggère. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Mohit, Rosalina. Merci. Je ne sais pas si Rosalia il va intervenir. Merci, mon ami et collègue Abdelali. C'est vrai, ce sont deux questions très pertinentes et qui nous perturbent toujours et depuis tout le temps et encore aujourd'hui, malheureusement. Pour le lithique, c'est une question très pertinente sur le Kombewa. On n'a pas beaucoup de Kombewa au niveau aérien. Par rapport à Terre Nipine, il y a beaucoup de Kombewa. Sur le niveau L, il n'y a pas beaucoup de Kombewa. Vraiment très, très, très peu. Et donc, cet indice, on ne va pas développer la discussion pourquoi. Donc là, on est en train de discuter justement avec mon collègue pourquoi. Donc, mais en comparaison déjà avec Térénif, où il y a beaucoup de Kombewa sur cet HLA, nous, on n'en a pas sur le niveau L. Alors, pour la deuxième question, les fossiles, c'est vrai que tu le dis très bien, cher Abdelali, le statut de CRS, c'est ce qu'on ne peut pas revenir à cette appellation. Le problème, ce n'est pas l'appellation, à mon avis. Le problème, c'est le statut morphologique de CRS. Donc, après l'étude, c'est-à-dire comme il se doit de CRS, qu'on ait une idée sur ces restes. Est-ce que ce sont des restes qui ont des attributs archaïques qui le placent avec les Homo ergaster erectus? Est-ce que ce sont des restes qui ont des attributs
plus moderne qui le place avec les rhodesiensis ou les adelberiensis. Et dans ce cas, pour le taxon, on peut les appeler comme on veut, Atlanthropos mauretanicus ou Thomaïcensis. Donc, l'appellation, c'est surtout le statut de point de vue biologique et de point de vue aussi chronologique. Et comme je l'ai dit, et je m'arrête là, il y aura peut-être du nouveau, hein, quand on aura des données nouvelles sur l'âge et sur l'attribution morphologique, là, on aura peut-être éclairé en partie l'attribution de ce reste. Bon, je sais pas si mon ami et mon collègue Rosalia va aussi intervenir. Je suis sûr qu'il veut dire quelque chose, surtout sur le Kombewa ou le reste. Vas-y, la parole est à vous. Hein. Oui, Abdelrahim, merci à Jalil pour cette question, parce qu'en effet, depuis 15 jours, je suis dans le Kombewa africain, ce qui me pose des problèmes de chronostratigraphie. Alors, dans le niveau L, comme Abdelrahim l'a dit, il y a un seul éclat Kombewa. Et c'est un gros éclat Kombewa, un éclat rétouché. Donc, c'est un éclat Kombewa. On peut avoir quelques éclats Kombewa dans n'importe quelle industrie. Une stratégie Kombewa, c'est autre chose. Donc, dans le niveau L, pas de stratégie Kombewa. Ternifine, oui, il y a une étude de Goren Sharon sur un certain nombre de large cutting de clans et il semble qu'il y a une vraie stratégie Kombewa Ternifine. Mais il faut considérer qu'il n'y a pas encore, c'est pas encore disponible en étude technologique très détaillée de Ternifine et j'espère que la publication le niveau L de Casablanca sortira le plus tôt possible. Donc, ça c'est pour vous dire que vous aurez toute le détail de la socio-économie du niveau L. En Afrique de l'Est, on peut affirmer qu'il y a une vraie stratégie qu'on voit à partir d'un million d'années. Ça, c'est clair. Dans des sites très bien datés. Et c'est une stratégie systématique et massive qui permet la production d'un nombre presque industriel de gros éclats support biface PHOF. Le Kombewa le plus ancien connu à l'état actuel est à Consogardula, autour d'1,4 million à 1,3 million. Mais je viens de revoir les sites de Consogardula et le Kombewa qu'on connaît à Consogardula vient pas de fouilles, mais vient de sites de surface, des collections de surface sélectionnées, contrôlées, mais il ne s'agit pas de fouilles. Donc, on peut dire à 1 million d'années en Afrique de l'Est, ça c'est sûr, peut-être 1,3 million, 1,4 million. Mais non, dans le niveau L, il n'y a pas de Kombewa et ça c'est un marqueur. À mon avis, c'est peut-être le premier marqueur culturel et techno-économique fondamental pour distinguer différentes phases de la colonne africaine. Donc, c'est vraiment un aspect très important et très intéressant. Et donc, merci. Voilà, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, sinon, moi, j'aimerais revenir un peu à ces éclats lamellaires de Casablanca qui a fait un peu l'article, votre dernier article. Est-ce qu'on les a jamais trouvés dans les autres assemblages acholiens un peu en Afrique ou en Europe? Et d'où vient cette spécificité donc de Casablanca? Là, c'est une question, bon, bah, c'est d'où vient. Donc, bah, nous aussi, on se pose avec mon collègue, d'où vient cette question, d'où vient cette spécificité casablancaise, hein? Bon, c'est vrai que ce comportement technique, on le connaît en Afrique, mais ce qui est exceptionnel sur Casablanca, c'est son âge, hein? On le connaît à partir de 500 000 ans, hein, en Afrique. Sauf que là, on le connaît à partir d'1 million d'années. Donc, alors, pourquoi cette spécificité? Moi, peut-être je poserai la question autrement. Je dirais, pourquoi ce comportement technique à Casablanca?
Pourquoi ces Acholéens, Casablancais, qui étaient capables et très doués pour tailler du macrotillage à travers une variabilité extraordinaire des systèmes de débitage discoïde important et qui avaient en leçon la capacité de faire du prédéterminer le valeur s'il en avait besoin, pourquoi ils ont en parallèle opté pour cette stratégie technique de tailler vraiment des modules de silex qui ne dépassent pas les 6 cm et d'adopter cette technique de percussion bipolaire pour avoir ces petits éclats. Alors, malheureusement, on n'a pas, enfin, je sais pas, moi, personnellement, je n'ai pas d'éléments de réponse. Il faut peut-être étudier, faire de la tracéologie sur ces petits éclats laminaires, hein, sur ces nucléus, sur ces galets débités, et voir si on peut détecter, c'est-à-dire certaines traces qui peuvent nous indiquer, c'est-à-dire la raison, l'une des raisons pourquoi ces artisans ont taillé mais honnêtement, donc, parce que, bon, là, ça reste une question ouverte, hein. Je ne sais pas ce qu'on pense, mais bon, peut-être que toi, parce que c'est toi qui as taillé le premier galet en silex, c'est toi ou c'est moi, donc peut-être tu as depuis... ensemble, eravamo sur une plage de Casablanca, de Darboisa. Alors, non, les comportements sporadiques sont connus depuis le doyen. À Garbacatre, à 700 000 années, à Mecca Contouré, ils sont produits des petits outils retouchés pointés en obsidienne. Ils l'ont fait en 1,7 million, ils ne l'ont pas fait en 1,5 million, en 1,4 million. C'est un comportement tout à fait sporadique. Ce qui est très important dans le comportement... C'est-à-dire, Rosie, excuse-moi, Rosie, c'est-à-dire 1,7 million, là, on explique qu'on est dans l'oldoyen, c'est-à-dire... dans le dernier oldoyen de Mecca Contouré. Ce comportement, il était dans l'oldoyen sur l'obsidienne, donc pas dans le contexte. Sur l'obsidienne. Sur l'obsidienne, ils sont produits des petits éclats qui sont retouchés d'une certaine façon pour obtenir des très petits outils pointés. Et c'est un comportement qu'on connaît à 1,7 million et qu'après, il va disparaître. On ne le connaît plus. Donc, ce sont des comportements qui montrent la flexibilité des savoir-faire techniques plutôt que la complexité. Ce n'est pas vraiment la complexité, parce que dans les comportements de Casablanca, dans la production d'éclats tendance laminaire, il y a différentes choses. Il y a l'application d'une technique bipolaire qui est connue depuis l'origine de la technologie génétique, mais la façon d'utiliser la technique bipolaire qui est différente. C'est-à-dire splitter le long de l'axe transversal et pas longitudinal, un petit galet en silex, c'est vraiment très difficile. Mais c'était la seule possibilité d'avoir une surface plane pour stabiliser le petit galet sur l'enclume. La gestion d'une convexité périphérique, c'est un comportement qu'on connaît depuis l'oldoïenne, dans les discoïdes, dans les dernières oldoïennes, mais surtout au début de la chéoléenne. Mais on ne le connaît pas avec la technique bipolaire. Donc, tout ça démontre que les homininés, ils avaient besoin d'éclats avec des tranchants plus longs que larges, c'est-à-dire des éclats à plus longues que larges avec des longs tranchants, mais sur silex, pas sur quartzite. Ils avaient des petits galets en quartzite partout. Ils pouvaient faire la même chose avec le quartzite. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi le silex. Donc, normalement, il faudra faire des analyses technofonctionnelles. Il nous manque des analyses fonctionnelles. Mais pour le faire, on a besoin de, comment dire, d'une conservation différente des artefacts lithiques. Parce que dans les sables cimentés de Casablanca, c'est vraiment difficile d'obtenir un résultat avec des analyses tracéologiques. Mais la chose qui est très importante, c'est que ces comportements démontrent la flexibilité des savoir-faire des homininés du premier Acheoléen. D'accord, donc merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît?
Djibril? Djibril, peut-être la dernière question de la part de Djibril. Oui, c'est juste la dernière question. C'est juste pour revenir sur l'HLN, parce que je suis en train de passer en revue l'HLN ouest-africain qui pose également un gros problème pour les archéologues que nous sommes. Parce que l'HLN le plus ancien actuellement qu'on suppose est daté vers 500 000 ans. Et cet HLN, c'est l'HLN atlantique qu'on trouve au Ghana, à Soprosona. Donc les dates sont encore pas fiables, ça reste à vérifier parce qu'il y a des fouilles nouvelles et des datations qui sont en train d'être effectuées pour revérifier les datations. Sinon, l'autre HLN atlantique qu'on peut supposer, c'est le Sénégal. On a vers Fan, à Dakar, des outils, des bifaces. Il y en a un biface qui est en pleine fosse, donc à presque 1 mètre de profondeur. Le seul biface sans association avec d'autres industries, avec des cassures, la cuirasse ferrugineuse qui un peu englouti le truc. Donc, pour certains, que c'est un biface récent et pour d'autres, c'est ancien, mais c'est quand même un biface qui est presque fini au percuteur tendre. Sinon, tout le reste de l'Océan se trouve vers le Sahel. Au Sénégal, on a la Falémé, non loin du Mali. Le Mali également, on a un doyen supposé dater vers 500 000 ans dans le complexe de Oudjoungou. Il y a de l'Oldoyen, mais il n'y a pas d'Achelin, il y a du Middle Age. Donc au Sénégal, pareil, l'Oldoyen n'est pas argumenté, on a des galets aménagés, mais comme l'a dit Abdoulaye Kamara, ce n'est pas parce qu'on a des galets aménagés que c'est de l'Oldoyen. Donc on suppose que les premières occupations au Sénégal, ça commence avec l'Achelin vers... actuellement, les datations les plus fiables que nous avons, c'est 250 000 ans, qui sont effectuées à la Falémé par l'équipe internationale dirigée par les Suisses avec USCOM. Et toute cette partie de cette frange côtière d'Israël, on trouve des bifaces associés à des Ashuro. Et comme la classification ancienne, à chaque fois qu'il y avait une association biface Ashuro de l'Achelin, donc on en trouve plein de sites considérés comme HLN, mais sans datation. Et donc si on se réfère à la datation la plus ancienne qui est 500 000 ans, donc ça suppose que c'est le Ghana, c'est la façade atlantique. Et donc pour nous, c'est voir un peu la migration de ces populations. Est-ce que c'est une migration vers nord Algérie, Maroc? C'est plus probable. Donc là, on a des hominidés parce que, mis à part la Mauritanie, on a trouvé les fossiles et le Mali, on a trouvé un fossile du néolithique. Donc, tous ces sites ne sont pas associés à des restes humains. Encore moins de faune. La seule faune, je pense, qu'on trouve très ancienne, c'est à El Bayed, qui a été fouillé par Delimley et son équipe, mais qui n'a pas fait l'objet de datation. Donc, on se demande quelles seraient les populations qui seraient à l'origine de cette culture HLN, mais également la migration, est-ce que c'est nord-ouest ou c'est à partir de l'industrie forestière, comme on parlait souvent de Sangouin, où on trouve cette industrie depuis la Zambie en passant par le Ghana jusqu'au Sénégal, la Guinée-Conakry. Donc encore le problème reste majeur pour l'HLN ouest africain. Voilà, si je fais comprendre les difficultés que nous rencontrons et est-ce qu'on peut faire des corrélations avec ce qui se passe, ce qui se fait du moins au Maroc et surtout avec les restes humains parce que Jabel Irhoud, qui est daté à presque 300 000 ans, qui est un Homo sapiens archaïque, correspond au premier presque site HLN en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce ne seraient pas des Homo sapiens qui seraient venus de l'Afrique du Nord, qui seraient
les porteurs de cette culture HLN où il y a des HLN sur place avec des échanges. Donc, pour ne pas être trop long, je m'arrête là. Parce il y a un problème de son, c'est Gébril, on n'entend plus clairement ce qu'il est. Ouais, c'est sûrement un problème de connexion. Donc, je pense que je m'arrête là. Si je peux faire oui, là, vers la fin, on n'entend plus presque pas bien. Alors, peut-être, Djibril, la question, est-ce qu'il n'y a pas une migration du nord vers le sud, c'est ça? De l'Homo sapiens vers le sud, parce que, avec des fossiles qu'on trouve en Algérie, au Maroc, qui sont très anciens, et nous, on n'en trouve pas. Donc, est-ce que c'est des gens qui seraient venus du Maghreb en passant par le Sahel, où on trouve beaucoup de sites dans cette partie, au Mali, le Niger, le Burkina, jusqu'au Sénégal? Parce que les deux sites atlantiques, c'est Ghana, c'est Assokrona, le site le plus ancien, qui est daté vers 500 000 ans, ou qui reste à vérifier. Et sinon, c'est les sites de Dakar qui ne sont pas datés. Donc, c'est savoir, est-ce que c'est des Homo sapiens ou est-ce que c'est des Homo erectus heidelbergensis, si on peut les appeler ainsi, qui seraient à l'origine de la culture HLN, parce que l'Oldouayen n'est pas bien documenté, mis à part Oudungu, où il n'y a pas de l'HLN. Après, on est passé de l'Oldouayen au Middle Eastern Age. Mohib, je ne sais pas si vous avez une réponse. Non, mais là, notre ami Gébril, il nous a fait un exposé, donc on a un petit peu compris ce qui se passe en Afrique. C'est un complément d'information. Mais les questions qu'il est en train de se poser, je pense que c'est un peu tôt pour y répondre. En fait, il faut développer les recherches sur cette région de l'Afrique et avoir des références, c'est-à-dire que ce soit au Sénégal, au Mali ou sur d'autres pays, avoir des référentiels régionaux. Et c'est ainsi qu'on peut peut-être, c'est-à-dire extrapoler l'approche et penser à des comparaisons et voir cette question des origines. Hein. Est-ce que c'est une origine de l'Afrique de l'Est, l'arrivée vers l'Afrique de l'Ouest et après la remontée vers l'Afrique du Nord? Est-ce que c'est une descente de l'Afrique du Nord vers l'Afrique de l'Ouest? Malheureusement, pour l'instant, en l'état actuel des données, on ne peut pas, c'est-à-dire apporter, c'est-à-dire des éléments de réponse fiables parce qu'on manque. Déjà en Afrique de l'Est, les recherches ont commencé, c'est-à-dire à se développer depuis des années et peut-être aussi en Afrique du Nord. On ne peut pas, c'est-à-dire confirmer ces questions de passage et d'origine, surtout pour les industries. Là, on parle surtout du paléolithique inférieur, hein, donc on est d'accord. Je pense que en l'état actuel, on ne peut pas, c'est-à-dire. Mais ce qui se fait en Afrique de l'Est, c'est très important. Peut-être ça va apporter d'autres éléments de réponse. Peut-être ça va apporter des sites, d'Acheliens plus anciens que ce qu'on a maintenant, hein, plus anciens que 500 000 ans. Et peut-être des sites oldouéens avec des présences en contexte archéologique et stratigraphique plus fiables. Hein. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Donc, malheureusement, on ne peut pas développer la discussion plus sur ce volet-là. Hein. Je vois que Camara a la réponse. C'était juste un complément de Djibril. En fait, moi je vais vous dire qu'en 1983, on avait déjà trouvé de l'HLN en stratigraphie dans les régions est du Sénégal. Donc, c'était la première fois qu'on avait en évidence une industrie en place. Et par datation relative, on avait conclu que le site pouvait être de l'ordre de 250 000 ans. Et aujourd'hui, ces datations sont confirmées par les nouvelles recherches archéologiques qui sont menées dans le secteur, qui arrivent en fait à donner les mêmes dates. Et également, je vous signale tout juste qu'il y a un biface brûlé qui avait été trouvé au Mali et qui avait été daté par l'équipe de Bordeaux à 280 000 ans. Donc, quand on regarde cette région ouest-africaine, les dates varient entre 250 000, 280 000 par là. J'ai été très content quand j'ai entendu parler de Djebel Iroud et des nouvelles dates qui donnaient 300 000 ans. Pourquoi? Parce que
quand j'ai commencé à trouver quand nous avons trouvé notre HLN en stratigraphie, on se disait quel type d'homme ça pouvait être. Est-ce que c'est un Homo ergaster, est-ce que c'est un Homo erectus, etc. Et de voir qu'au niveau du Maroc, on a des Homo sapiens archaïques de l'ordre de 300 000 ans, ça nous encourage, ça nous montre que notre chronologie, pour le moment, sans essayer de déborder, qu'on peut considérer qu'il y avait une population d'Homo sapiens qui était à l'est du Sénégal vers le Mali et qui ont convergé vers le Sénégal parce qu'il y a beaucoup plus de sites à Bifas au Mali, en Mauritanie qu'au Sénégal. Donc on peut essayer de voir une origine des Bifas, une origine de l'Achaléen vers le nord ou bien le nord-est, etc. Et avec une population d'Homo sapiens sapiens. Pour le moment, je pense que c'est une hypothèse de travail que nous considérons comme bonne et surtout qui nous confirme avec les découvertes de Djebel Iroud. Moi, j'ai été parmi les premiers à applaudir Djebel Iroud parce que ça me disait les ergastères et autres Homo erectus, je ne les trouverai pas au Sénégal, mais par contre, de trouver des Homo sapiens archaïques, ça me convient très bien. Voilà, merci. Merci Abdoulaye. Je pense que Abdelil, donc la dernière question, Abdelil veut intervenir, donc a une question à poser. Oui, si vous jouez. C'est juste en fait une question, je rebondis un peu sur ce que j'ai entendu maintenant concernant cette origine de l'Achelien en fait en Afrique de l'Ouest. Et je ne sais pas ce que vont penser mes collègues et amis Abdrahim, Abdoulaye et Rosalia. Et supposons qu'il y a une migration, en fait, une diffusion à partir du nord ou du nord-est vers l'Afrique de l'Ouest. La question est la suivante. Comment ces populations vont oublier soudainement tout le registre technique basé sur, en fait, on passe à quelque chose, bon, pour simplifier, un outillage sur éclat pour, en fait, fabriquer autre chose, c'est-à-dire de passer à des bifaces, quoi. Merci. Je ne sais pas, donc au Sénégal, est-ce qu'il y a une industrie à biface normalement avec, oui, ça peut être du Moustérien aussi. Les sites de l'Est du Sénégal sont très riches en biface et en achourou. Et ça, c'est pour vous dire que avant qu'on découvre nos sites à biface, depuis l'époque coloniale jusqu'en 1983, il n'y avait que quelques 8 bifaces qui étaient connus presque au Sénégal et dans la région de Dakar, donc sur la Falémé. Le jour où on a trouvé le site à biface, en une demi-journée, on a trouvé une quinzaine. Et depuis, on voit qu'en fait, tout l'Est du Sénégal est spécialisé avec cet HLM. Et l'Est du Sénégal, et je crois que vous tous, vous avez entendu parler des champs de biface en Mauritanie. Ça, c'est une expression qu'on a utilisée depuis l'époque coloniale, depuis les Théodore Monod, tellement il y a des bifaces à El Bayed et sur tous les sites mauritaniens et puis, je pense qu'il y a des endroits où il y a un foisonnement où c'est très riche. On ne peut pas dire que ces bifaces sont nés au Sénégal, mais il y a de fortes chances que ce soit une technologie qui vienne d'ailleurs, du nord, du nord-est, etc. Et puis, ce qui est sûr, c'est que depuis cette détermination plus précise de l'Achaléen du Paléolithique inférieur, les industries ont eu une succession, une évolution continue jusqu'à l'âge du fer, sans interruption. Donc, ma première question, c'était toujours mes doutes sur l'Oldowayen, etc. Mais je sais que le Paléolithique inférieur, à partir du moment où on a retrouvé cette trace au Sénégal, on a eu une évolution continue jusqu'à nos jours, si vous voulez. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est l'arbitre. Bon, voilà, ce sont oui. Les questions les plus pénibles, en ça, ce qu'on appelle les questions philosophiques des peuplements anciens. En fait, il y a deux choses là. Je suis d'accord déjà avec mon collègue Jalil Bouzougar, hein, des gens qui migrent depuis
l'Afrique du Nord ou depuis l'Afrique de l'Est, bien sûr, je suis d'accord, ils vont jamais oublier leur registre technique ni leur registre biologique. Bien sûr, ils l'emmènent. Comme ils voyagent avec le registre biologique, ils voyagent aussi avec le registre technique. Sauf que pour l'Afrique, moi je persiste à dire, pour l'Afrique de l'Ouest, il ne faut pas aussi oublier la voie de l'Afrique du Sud, hein, donc, parce qu'il y a une voie de migration qui part depuis l'Afrique du Sud et qui part par le milieu de l'Afrique, qui peut arriver directement vers le foyer de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je dis que pour l'instant, les données dont on dispose sur l'Afrique de l'Est, sur l'Afrique de l'Ouest, pardon, et sur l'Afrique du Nord, et aussi sur l'Afrique du Sud, ne permettent pas, c'est-à-dire d'extrapoler sur des origines entre les contrées différentes, les différentes contrées de l'Afrique en général. D'accord? Ça d'une part. D'autre part, il ne faut pas aussi tomber dans, parce qu'en fait, comme on pense à une origine panafricaine de l'Homo sapiens quand on a publié Jebel Irhoud, hein, il y a la contrée de l'Afrique du Nord, il y a les restes de l'Éthiopie, il y a les restes de l'Afrique du Sud. On peut aussi tout à fait penser pour la culture et les techniques à des foyers régionaux. On peut avoir un foyer d'oldoïens en Afrique du Nord, comme on peut avoir un autre foyer en Afrique de l'Est, comme on peut avoir un autre foyer en Afrique du Sud. Et bien sûr, en fonction des résultats et des recherches, peut-être pourquoi pas un foyer, un jour on tombera sur une découverte en Afrique de l'Ouest. Le problème, c'est que moi, pour l'instant, je ne peux pas m'aventurer sur c'est-à-dire ces questions-là, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments de réponse. Hein. Donc, les questions restent ouvertes pour les origines entre l'Afrique de l'Ouest et du Nord et du Sud et de l'Est. Ce qu'on a, c'est juste ce qui a été publié, c'est que c'est vrai que la présence humaine en Afrique de l'Ouest n'est pas très ancienne. On a juste la Chonienne, le contexte oldoïen aussi est toujours un point d'interrogation. Et c'est tout. Hein. Donc, moi je reste sur cette position-là. Hein, donc, je pense. D'accord. Merci, Monsieur Mohib. Donc, je pense que ces grandes questions, on va les laisser pour le congrès du 20-21, donc le septembre à Meknès. On aura plus le temps de les débattre et d'avoir plus de spécialistes pour trouver une réponse juste. Donc là, je pense qu'on va arrêter là. Je remercie infiniment Mohib d'avoir accepté cette invitation du comité d'organisation. Merci Rosalia d'être présente, de participer donc à ce débat. Donc, merci beaucoup, merci infiniment. Je remercie tous les intervenants et tous les participants qui sont avec nous cet après-midi. Je vous donne rendez-vous demain. On a encore la suite de belles conférences demain. Donc, en anglais, donc ça va être cette fois-ci. Donc, il y aura Doka, Catherine Doka, que vous connaissez tous, donc demain matin. Et puis Pierre Zanif, donc l'après-midi. Donc, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. J'espère que vous allez être nombreux à animer encore les discussions et puis donc à continuer à faire donc de cet événement donc une grande, c'est-à-dire une grande fête sur le net et une grande fête de l'USPP. Voilà. Je vous remercie tous. À très bientôt. Merci. Merci.